the canyon. That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à tous et à tous, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Bonjour Nathalie Bittinger, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien, merci, et vous? Je suis très content parce que nous allons parler d'un cinéaste assez particulier, assez atypique, et surtout parce que vous avez écrit ce très beau livre, édité chez Hémisphère, et d'ailleurs je les salue pour nous avoir aidé à concevoir cette émission. Le titre, c'est Ang Lee, Taïwan, Hollywood, une odyssée cinématographique. Et vous reconnaissez, hein, c'est l'Odyssée de Pi, son avant-dernier film. Et donc, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien pour parler de ce cinéaste. C'est vraiment un cinéaste très intéressant parce que je pense que tout le monde a vu au moins un de ses films, mais très souvent oublie que c'est Ang Lee qui l'a fait. Et donc, j'aimerais commencer juste par cet état d'esprit que j'ai moi-même eu de temps en temps, en oubliant que c'est Ang Lee qui a fait ce film, parce que j'ai parfois l'impression qu'il est là où on ne l'attend jamais. Et d'ailleurs, ça, vous en parlez dès le début dans votre livre, de cet état d'esprit. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est exactement ça, ça m'a beaucoup frappée. Alors déjà, ça m'est arrivé parce que j'ai donné un cours sur l'adaptation de Raison et Sentiments de Jane Austen et donc le film d'Ang Lee. Quand j'ai vu le programme, je me suis dit, mais oui, Raison et Sentiments, c'est Ang Lee, mais comment il en est venu à faire un heritage film, un grand film patrimonial anglais? J'avais oublié. Et pareil, quand je discute avec des lecteurs ou des spectateurs, ils me disent, ah, mais c'est Ang Lee qui a fait Hôtel Woodstock. Donc, c'est un cinéaste qui a une signature marquée mais discrète et qui a un éclectisme dans son parcours proprement hallucinant. Ça m'a passionné dans ma recherche, c'est que sans cesse, j'investissais d'autres corpus, d'autres genres, les nouvelles technologies pour la dernière période créative d'Ang Lee. C'est un cinéaste passionnant qui réserve sans cesse des surprises et qui a quand même un grand retentissement chez les cinéphiles, mais aussi le public plus populaire. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare et que moi, j'estime très louable. Alors, je vais vous poser une question qui, à mon avis, va être un peu difficile certainement à y répondre parce qu'on vient plus ou moins d'y répondre dans le sens où c'est quelqu'un de très, très diversifié. Mais quand même, est-ce que si je vous demande c'est quoi un film d'Ang Lee, est-ce que vous pourriez me répondre précisément? Pour moi, malgré la diversité des genres, tous les horizons qu'il a investis, un film d'Ang Lee, c'est un film au plus proche des personnages, des émotions des personnages. Il a une grande fibre sensible qu'il va transcrire dans les paysages, les cadrages. Et je trouve Ang Lee est un cinéaste très humble, très curieux, qui va se mettre au service de l'histoire racontée. Et il va changer de style, de forme, de genre en fonction du roman qu'il adapte ou de l'histoire qu'il veut porter à l'écran, avec énormément de finesse, au service des émotions souvent réprimées des personnages qui tentent envers et contre tout de s'émanciper. Et c'est au fur et à mesure de ma découverte, c'est un fil conducteur qui marche, me semble-t-il, pour tous les films, de sa première trilogie un peu moins connue à Brokeback Mountain, mais même le blockbuster Gemini Man, c'est tentative d'émancipation de personnages suivi avec finesse par Ang Lee. D'ailleurs, en parlant de blockbuster, j'ai très envie vous en avez parlé aussi dans le livre. Enfin, on va parler aussi de l'architecture du livre, mais il y a par exemple la version qu'il a donnée de Hulk. C'est très drôle parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui décriaient ce film, finalement, se sont rétractés en se disant il y a quand même quelque chose de très intéressant dans ce film. Bah oui, il y a un auteur, donc c'est normal. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous me parliez quand vous évoquiez, et que vous dites aussi dans le bouquin, le fait qu'il s'adapte à l'histoire, donc les formes s'adaptent, est-ce que ça serait, j'ai l'impression qu'il y a une connexion assez incroyable avec aussi l'industrie du cinéma hollywoodien et de tous ces grands cinéastes comme John Ford, même on les reconnaissait dans leur style, effectivement, mais il y avait, alors peut-être pas John Ford, c'est un mauvais exemple. Il y a comme ça des cinéastes qui ont fait, comme Richard Fleischer, des gens comme ça, qui se sont adaptés à l'histoire qu'ils racontaient, et donc les formes étaient en connexion avec. Est-ce qu'il y a un lien comme ça? Et puis surtout, quand on parle d'Ang Lee, on a très souvent tendance ça rappelle aussi une certaine histoire du cinéma américain qui était l'Hollywood, quoi.
Oui, on peut dire, même si les étiquettes sont toujours un peu frelatées, on pourrait dire qu'il est néoclassique dans le sens où, dans beaucoup de ses films, on a l'impression qu'il s'efface derrière son sujet, avec une certaine transparence, une certaine épure de la mise en scène, même si sa patte d'auteur, sa signature est toujours présente. Mais il raconte, alors il donne beaucoup d'entretiens. Ce qui est passionnant pour moi, c'est que j'ai pu avoir accès à des entretiens passionnants du cinéaste lui-même. Il dit qu'il n'aime pas les grands effets grandiloquents, les formes trop voyantes. Donc il expérimente toujours en discrétion. Donc il va aimer suivre des personnages de manière un peu polyphonique, des tranches de vie et construire une structure très fine, mais il faut aller dans le détail pour la voir. C'est pas un cinéaste à effet formaliste ou maniériste. Précédemment, j'avais écrit sur Wong Kar-wai, et Wong Kar-wai, c'est toujours une architecture complexe, on voit le film plein de fois, on n'est pas sûr d'avoir tout compris, et puis des traits de style très très marqués. Ang Lee, c'est pas du tout ça, et c'est un grand conteur à mon avis, et c'est au service de l'histoire racontée, de la fiction. Il s'efface souvent derrière son sujet, tout en marquant son style propre. Quel est votre premier souvenir le jour où vous avez croisé le cinéma d'Ang Lee, c'était à travers quel film? Et surtout, comment vous vous en êtes sorti de cette première rencontre? Alors, la première rencontre, c'est Tigre et Dragon, parce que je m'intéresse depuis longtemps aux films d'arts martiaux chinois, et j'avais vu beaucoup de films de la Shaw Brothers, de Chang Che, de King Hu, et donc Tigre et Dragon. Alors, donc, comme je m'intéresse beaucoup au cinéma chinois, il y a toujours un problème de projection, diffusion des films. Longtemps, il a été difficile à trouver ou à voir en salle. C'est pas le cas de Tigre et Dragon, et c'est la première fois où il est largement distribué, et un public bien plus large va pouvoir découvrir le film d'arts martiaux chinois. Et donc, comme en plus, il reprend toutes sortes d'esthétiques des anciens cinéastes, il fait des clins d'œil à la Shaw Brothers, à King Hu, à Tsui Hark, etc. Bon, moi, c'est un cinéma que je connaissais. J'ai trouvé ça passionnant de voir toutes ces esthétiques. C'est une esthétique du corps, une esthétique de l'action spectaculaire, un montage chorégraphique. Le film d'arts martiaux, c'est très, très intéressant. Et donc là, il faisait une sorte d'hommage à toute l'histoire du genre, et c'était disponible pour un très large public. C'est ça mon premier souvenir. Ensuite, sa première trilogie m'intéressait parce que, par exemple, Salé Sucré, situé à Taipei, donc dans la capitale taïwanaise qui s'occidentalise, et puis ce thème du vieux patriarche de l'ancien monde qui ne comprend plus rien à ses filles. Et puis au fur et à mesure, il nous a offert de grands films. Brokeback Mountain, l'Odyssée de Pi, quand j'ai découvert l'Odyssée de Pi au cinéma, ça m'a extrêmement marqué, à la fois parce que ça semblait un grand écart, à la fois parce qu'on continuait à voir le fil conducteur de son goût pour les contes, les fictions, la trajectoire hyper singulière de personnages confrontés à des événements extraordinaires. Donc dans l'Odyssée de Pi, c'est ce jeune garçon tout seul sur une barque avec un tigre perdu au milieu de l'océan. Voilà, l'esthétique du film était absolument splendide. La fusion du ciel et de la terre, les visions fantastiques. L'Odyssée de Pi a été aussi un grand moment. Et quand j'ai commencé ce livre, il y avait quelques films que je n'avais pas vus. Alors quand je les ai découverts, j'étais très impressionnée. J'avais pas vu à l'origine Ice Storm sur la contre-culture américaine désenchantée. J'avais pas vu La Chevauchée avec le diable. Je trouve un film très beau, très fin. Premier film un peu épique d'Ang Lee, avec davantage d'action, plus de moyens, mais toujours ce côté lyrique des personnages paumés dans la guerre, mais qui se ressourcent un tout petit peu au contact de la nature ou en lisant des lettres. La Chevauchée fantastique, c'est un film qui a été torpillé lorsqu'il a été distribué par la maison de production elle-même, qui a eu très très peu d'écho, et je trouve un très grand film sur la guerre de sécession, en plus point de vue sudiste, donc les perdants de cette guerre et ceux qui refusaient l'esclavage, alors même que le personnage Jake, c'est un Allemand émigré aux États-Unis qui est extrêmement attentif à autrui, donc il se trouve vraiment perdu au milieu du mauvais combat, et il va progressivement s'émanciper avec un autre très beau personnage d'Ang Lee, c'est Holt, donc un ancien esclave noir affranchi qui va cheminer à ses côtés. Donc, la dimension initiatique de ces films, des gamins jetés dans la guerre qui
au contact d'autrui ou des événements finissent par se libérer de leur carcan, c'est quelque chose de très touchant pour moi à chaque vision des films d'Ang Lee. Est-ce que très très vite, cette idée de poser sur un papier des réflexions autour de ce cinéma-là, vous êtes arrivé très très vite, je veux dire, et ça a été une évidence pour vous, ou il a fallu du temps, on a souvent tendance à se dire que la solution elle est là, juste à côté, mais pour des raisons qui semblent inextricables, on s'en éloigne. Est-ce que pour vous c'était plutôt le contraire? Il se trouve que j'ai de la chance pour moi j'aime tout le cinéma, hein, j'adore bon, mais il se trouve que j'ai écrit mes premiers livres sur le cinéma chinois, taïwanais ou hongkongais, et il y a des passionnés, des articles passionnants, des ouvrages, mais il y a encore énormément d'auteurs fondamentaux selon moi où il n'y a pas d'ouvrage reprenant la totalité de la carrière. Et du coup, j'ai un peu la quantité de cinéastes asiatiques qui m'intéresseraient. Voilà. Donc, c'est vrai que sur Ang Lee, comme je préparais ce cours et voilà, je l'ai fait quelques années, je cherchais un ouvrage qui résumerait un peu la totalité de son parcours. Alors, ça existe en anglais, il y a des très bons articles en français, hein, mais il n'y avait rien. Donc là, je me suis dit, bon, ces films sont à la fois chacun singulier, en même temps il y a des lignes de force. Il est un peu à cheval entre l'Orient et l'Occident, ce qui est très rare. Ce qui m'a aussi donné envie, c'est que au départ personne n'aurait misé, mais alors une pièce sur le fait qu'un Taïwanais réalisant son premier film à 37 ans finisse par avoir la stature internationale qui est celle d'Ang Lee. Ils sont rares ces cas de figure. Il y a évidemment Bruce Lee. Mais si vous vous souvenez, John Woo, Tsui Hark ou Ringo Lam, qui sont des grands cinéastes hongkongais, ils sont appelés à Hollywood, mais les conditions de production sont très complexes. Parfois, on leur demande, de faire des chinoiseries, de faire voilà, et du coup, ils ne peuvent pas pleinement s'exprimer. Ang Lee, ce qui m'est apparu un peu comme un miracle, lui, il a réussi à rester lui-même, même dans le cadre des grosses productions avec énormément de budget et beaucoup de contraintes de la part des studios, il arrive à quand même distiller ce qui fait sa patte singulière. Et ça, c'est un... Voilà, mais est-ce que... Alors, j'ai oublié de faire quelque chose, c'est une faute professionnelle, c'est que j'ai toujours tendance à commencer un dialogue et j'oublie de présenter la personne avec qui a eu vraiment la gentillesse d'être là. Donc, mais je crois qu'on l'a un peu deviné. Donc, vous êtes agrégé de lettres modernes et je vais le lire comme ça, je me trompe pas, maître de conférences en études cinématographiques à l'Université de Strasbourg et membre du laboratoire Approche contemporaine de la création et de la réflexion artistique. Vous êtes directrice de cinéma d'Asie Nouveau Regard et puis et vous êtes auteur, donc ça vous en avez parlé, de 2046 de Wong Kar-wai qui est édité chez Armand Collin en 2007 et vous avez collaboré pour la revue L'Esprit. Mais j'en suis désolé de ne pas vous avoir présenté dès le départ, mais pour moi c'était aussi une évidence et c'est terrible. Mais pour rebondir sur ce que vous dites, est-ce qu'il y a aussi le fait que, alors je tiens à prévenir, on peut pas parler de tout le livre, c'est pas possible en une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc, mais c'est une conversation. Voilà, c'est une conversation. Donc, en tout cas, on va parler d'Ang Lee, ce qui est déjà assez bien. Et on va parler aussi un peu de l'architecture du livre parce que ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis là-dessus. Mais pour revenir à ce que vous dites sur Ang Lee, est-ce que l'idée aussi que Ang Lee a étudié le cinéma aux États-Unis, donc c'était quelque chose. Enfin, il était là-bas depuis très très longtemps, qui fait que il a pas le même parcours historique, le même attachement culturel aussi. Que Tsui Hark, que John Woo, Ringo Lam, ce qui est vraiment très très différent par rapport à Hong Kong. Est-ce qu'il y a aussi de cela? Oui, alors, autre aspect qui m'a passionnée, donc c'est vraiment un travail que j'ai mené avec beaucoup d'enthousiasme. Il est complètement à cheval entre plusieurs cultures et tout se passe comme si la greffe a vraiment pris avec Ang Lee. Donc, il commence à étudier cinéma et théâtre à l'Académie des Arts de Taipei, puis il part aux États-Unis, poursuivre sa formation en cinéma à l'Université d'Illinois, puis à la New York University Film School. C'est là où ses condisciples vont être Spike Lee et Jarmusch, et qu'au départ, Ang Lee, ça va être une part du cinéma indépendant des années 90. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on ne peut pas passer sous silence le fait qu'il a formé un duo créatif hallucinant avec James Sheamus, producteur de studio indépendant Good Machine, mais qui va être son scénariste ou co-scénariste jusqu'à Hotel Woodstock. Et donc, tous les deux, ça il le raconte très bien dans les entretiens,
ils s'échangent les scénarios ou les scripts qui adaptent les romans, ils font des allers-retours. Et Ang Lee lui dit, par exemple, pour Garçon d'honneur ou pour Salé sucré, il y a des allers-retours multilingues. Ang Lee dit à James Schamus, là, ça fait pas assez chinois. Schamus raconte, du coup, j'ai écrit la scène de la manière la plus juive possible. Et là, Ang Lee était content parce qu'il a eu l'impression que c'était très chinois. Donc, il y a ce mélange, ce maelstrom perpétuel. Non, mais allez-y, je vous en prie. Non, parce qu'à un moment, vous dites dans la première partie qui s'appelle quand l'Orient rencontre l'Occident, vous parlez de salé sucré et il y a et vous dites des scènes entre parenthèses chinoises, très entre parenthèses juives. Et vous expliquez, voilà, vous venez d'expliquer. C'est ça parce que c'est une phrase de James Schamus qui dit, alors c'est une boutade, mais que je trouve géniale. Il dit finalement, j'ai écrit ça comme si je peignais une grande famille juive désordonnée. Donc, beaucoup de tragicomédie familiale chez Ang Lee, donc dans Garçon d'honneur ou Salé sucré. Une inspiration screwball comédie, quand vous me questionniez sur le classicisme, voilà, il reprend aussi le genre phare des années 30-40 du cinéma classique hollywoodien, mis au goût du jour, à la sauce du moment, et sur les relations entre l'Orient et l'Occident. Et ça, il a aussi accompagné la mondialisation et aussi un certain mouvement du cinéma qui a commencé contemporain, qui a commencé à échanger, à piquer aussi les uns chez les autres, et ça donne cette singularité. Est-ce qu'on peut dire que, parce que vous en parlez beaucoup dans le livre aussi, est-ce qu'on peut dire que c'est un cinéma apatride? Moi, alors, les personnages sont souvent des marginaux, voire des apatrides, parce qu'ils ont quitté leur pays d'origine pour s'installer dans une autre culture. Donc la première trilogie, on a toujours un jeune Taïwanais qui a émigré aux États-Unis et qui se confronte à des conflits culturels ou des incompréhensions et qui peu à peu fait son chemin dans l'apprentissage de cette nouvelle culture. Billy Lynn, qui est un film qui me touche infiniment, qui raconte le retour au pays d'un jeune soldat irakien. Donc un jeune soldat qui a fait la guerre d'Irak revient aux États-Unis, est bombardé au milieu d'un concert des Destiny Child, au milieu d'un match de rugby. Bref, il est assailli par du stress post-traumatique. Lui, toute l'esthétique, la mise en scène d'Ang Lee, c'est montrer comment il est complètement décalé, déphasé, et il ne se sent plus chez lui sur son sol natal, donc on peut dire qu'il est apatride. Donc au niveau des personnages, ça fonctionne parfaitement. Au niveau d'Ang Lee, je ne suis pas sûre parce qu'il est resté très ancré dans une forme de tradition artistique, culturelle et philosophique de pensée chinoise, et c'est aussi propagé à Taïwan, évidemment, vu l'histoire du pays. Et en même temps, il connaît parfaitement les genres américains, c'est un cinéphile, il est vorace de cinéma, et donc il a mêlé ces différentes influences. Donc dans ses films, vous trouverez toujours des références à des genres occidentaux, mais aussi orientaux. Et donc il a gardé cet ancrage, la pensée du paysage en lien avec le yin et le yang, sa connaissance de la peinture chinoise, mais aussi occidentale, et toutes ces influences se retrouvent mélangées discrètement de ci, de là. Il y a un plan, pardon, excusez-moi, il y a une séquence dans le film Hôtel Woodstock que je trouve extrêmement belle et qui pour moi, j'ai l'impression que ça raconte le cinéma d'Ang Lee. Et vous me direz ce que vous en pensez. C'est le moment où le personnage principal avec d'autres personnes, ils entendent le concert, le fameux concert en train de commencer. Et on le voit et on entend des échos. Et Ang Lee a cette idée brillantissime de ne pas montrer d'emblée frontalement les débuts de ce concert, parce que c'est quand même un cinéaste qui est très subtil. Et pour moi, je trouve que c'est un peu ça le cinéma. Enfin, je trouve que les personnages principaux dans les films d'Ang Lee, c'est un peu ça, c'est-à-dire que il y a la grande histoire qui est en mouvement et eux, ils sont toujours en marge dans la grande histoire, mais quand même, ils ont toujours cette connexion avec la grande histoire à travers des échos ou ce genre de choses. Et je trouvais que cette séquence que je trouvais extrêmement belle, pour moi, parle beaucoup de ce cinéma-là. Alors, vous avez complètement raison. Ang Lee est un cinéaste du silence, de la poésie, du hors-champ. Et là, il décide
de revenir de manière un peu plus légère, parce qu'avant, il a fait des films très sombres. Dans Hotel Woodstock, il se dit qu'il va plutôt filmer le mouvement utopique, cette formidable vague qui s'élève d'espoir. Et il observe le grand concert de Woodstock à travers les yeux d'un personnage homosexuel qui, au départ, n'ose pas s'affirmer et qui, au contact de ce vent de jeunesse qui souffle sur l'Amérique, va apprendre à devenir qui il est. Et on a tous en tête les images du documentaire Woodstock. Ang Lee se met dans un sillon qui a déjà vraiment ses icônes visuelles et musicales, et donc il décale le propos. Et vous avez raison, c'est un cinéaste du décentrement qui va toujours un peu décaler et ne pas prendre le sujet par le biais attendu. Donc, il choisit de ne pas ou presque pas filmer, et pas de près, les musiciens sur scène. Il choisit aussi de ne pas mettre les morceaux phares qu'on a tous encore en mémoire. Il va choisir des choses moins connues. Et le plan que vous citez, c'est en revanche, la caméra va montrer la réverbération de la grande histoire, vous l'aviez bien dit, hein, ce que ça va faire sur la psyché, sur l'intimité, la singularité. Et donc, il y a à la fois une émancipation personnelle pour le personnage, et en même temps, c'est filmé de telle manière à ce qu'on voit qu'il est connecté à toutes ces autres individualités. Ils finissent par faire un grand corps collectif. Et vous vous souvenez, à un moment, il filme de manière un peu onirique, comme s'il y avait une énorme vague qui passait dans la totalité du public. Donc, c'est un passage qui est c'est incroyable. Du réalisme, mais qui dit ce formidable corps collectif en mouvement. Et ça, avant la désillusion et la gueule de bois des années 70, qu'il avait filmé dans Ice Storm, qui est un film assez glauque sur les espoirs déçus de la contre-culture. Donc, c'est vrai qu'il faut en plus prendre ces deux films ensemble et que c'est toujours un angle, un point de vue décalé. Il ne va pas jamais choisir la facilité. Mais ça raconte toujours quelque chose de l'Amérique, hein. Même si dans la première partie, dans le livre vous le dites, il a fait deux films extrêmement personnels, mais ça parle toujours de l'Amérique finalement. Ça raconte toujours l'Amérique. Alors oui, même s'il oscille, par exemple après Brokeback Mountain, donc sur l'Amérique homophobe des années 60 et ce grand amour entre les deux hommes qui va être entravé par la société, là il va faire Lost Caution. Donc il retourne sur Shanghai. La deuxième guerre sino-japonaise, la difficulté des êtres jetés dans la guerre. Donc, il oscille, mais vous avez quand même raison, parce qu'il a davantage filmé des moments fondateurs, des événements historiques de son pays d'adoption, l'Amérique, parce qu'il fait quand même guerre de sécession, l'événement fondateur. Il fait par 2 fois la contre-culture, il fait la guerre d'Irak, avec Un jour dans la vie de Billy Lynn. Donc, c'est vrai qu'il a beaucoup mis en scène des événements historiques de son pays d'accueil, mais toujours à travers le point de vue singulier d'un personnage jeté dans la guerre ou dans l'événement. Alors, j'ouvre une seconde parenthèse quand même pour parler de l'architecture. Il faut savoir donc il y a toute une partie que vous appelez le rêve du papillon, où vous expliquez un petit peu le pourquoi du comment, et puis ensuite il y a 4 parties, pardon. La première s'appelle donc Quand l'Orient rencontre l'Occident. C'est ses premiers films qu'il a réalisés, les premiers films indépendants. Donc c'est Pushing Hans en 91, Garçon d'honneur, Salé sucré. Ensuite, la partie 2, c'est À l'assaut des romans occidentaux. On en a parlé dès le début. Donc, Raison et Sentiment en 95 et Ice Storm en 97, Chevauché avec le diable en 99. Et la partie 3, c'est Le décrocheur de lune, donc il y a Tigre et Dragon, Hulk, Le secret de Brokeback Mountain, Lost Caution, Hotel Woodstock. Et la partie 4, c'est la révolution numérique, c'est-à-dire ce qu'on vit actuellement, donc l'Odyssée de Pi, le très 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 beau Un jour dans la vie de Billy Lynn et Jimmy Neeman. Comment vous avez, là c'est vraiment peut-être un peu trop théorique, mais j'aime bien demander aux écrivains et écrivaines comment ils ont pensé l'architecture de leur roman, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que c'était pour vous, là, toujours une certaine évidence, donc de raconter une histoire en prenant par ordre chronologique les films? Pourquoi cela? Ou comment ça s'est forgé? Je veux bien vous raconter comment ça s'est fait. Oui. Au début, je me suis dit, je vais faire un petit livre sur Ang Lee. Un petit livre parce qu'il n'y a rien, voilà. Et puis, je me suis tellement pris au jeu, j'ai tellement vu les films, écrit, enfin, voilà, travailler chaque œuvre, que là, je me suis dit, en fait, Ang Lee, si on considère, même si voilà, c'est un cinéaste caméléon, c'est hyper intéressant d'essayer de retracer comment il passe de tel film à tel film. Parce que quand même, passer de Tigre et Dragon,
il popularise le film d'arts martiaux en Occident, fallait le faire. Mais alors après, il saute sur Hulk. Donc là, il a 140 millions de dollars, il travaille avec ILM, il se lance dans les effets spéciaux. Il fait ce film, on en reparlera peut-être, hyper bizarre avec ces bulles qui jaillissent, les molécules qui recouvrent l'écran. Mais qu'est-ce que c'est? Et après ce film-là, après Hulk, il est fatigué, éprouvé par les plus de 4 ans de tournage. Il va revenir à une petite réalisation, c'est Brokeback Mountain. Il pense que ça va être un petit film, et alors là, ça a une retombée énorme avec son premier Oscar du meilleur réalisateur. Et on ne parle plus du fait qu'il est taïwanais, c'est plus meilleur film étranger ou autre. Bref. Oui, parce qu'il avait eu le Oscar du meilleur film étranger pour Tigre et Dragon. C'est pour ça que voilà, vous dites ça. Comme si, oui, comme si ça y est, on regardait que le cinéaste, peu importe d'où il vient, tellement il s'est fondu en fait, voilà, dans ce... Et donc là, je me suis dit, enfin, ce cinéaste qui fait des grands écarts, qui est tellement éclectique, ça va être hyper intéressant de retracer film par film, en se plongeant dans ses entretiens, en faisant très attention à chaque fois aux conditions de production. Moi, ça m'a appris énormément de choses, parce que je trouve qu'il faut absolument, pour moi, analyser l'œuvre en elle-même, mais aussi savoir dans quelles conditions a été pensé tel film, avec quel budget, les micro-budgets du début, dans le cadre du cinéma indépendant, n'ont évidemment rien à voir avec les blockbusters d'auteurs qu'il a pu faire. Donc, je me suis dit que comme en plus ça manquait pour l'instant dans la bibliographie française, que ça valait le coup de faire ce cheminement film par film. Et après, en fait, les 4 parties se sont dégagées naturellement. La première trilogie, Quand l'Orient rencontre l'Occident, ou alors c'est aussi beaucoup sur le rapport au père, à la figure du patriarche chinois qui est confucianiste, valorise la piété filiale, et puis la jeune génération. Ang Lee, c'est partiellement autobiographique, qui essaye de s'émanciper de la figure tutélaire de son père. Ensuite, le deuxième temps, c'est quand il adapte 3 grands romans occidentaux, donc, où il passe de la campagne anglaise à la contre-culture dans une banlieue américaine délétère. Et la Pardon de vous interrompre, mais c'est vraiment une question pour moi, un point d'interrogation, pardon, cette période où moi personnellement, il m'intéressait peu finalement cette période-là. Enfin, c'est le fait d'adapter comme ça ces romans et c'est très troublant. Est-ce que pour vous c'est logique qu'il soit passé par ça, d'adapter ces romans-là, À l'époque, cette période-là, et c'est d'ailleurs des films que j'avais pas vus quand ils étaient sortis parce que j'étais trop jeune ou j'ai pas capté qu'il y avait Ice Storm en 97, etc. Il est connu des cinéphiles, mais ce sont pas des films extrêmement connus. Ce sont souvent d'ailleurs les films. Alors peut-être Raison et Sentiment a été vu par une partie du public parce que Ang Lee a lancé la Austen Mania, la vogue d'adaptation des romans de Jane Austen dans les années 90 aux États-Unis. Après, vous aurez Orgueil et Préjugés de Joe Wright et puis beaucoup de heritage films. Mais pour Ice Storm et La Chevauchée avec le diable, il n'y a pas eu une énorme distribution. C'était connu peut-être des cinéphiles, mais pas vraiment. Ça n'a pas largement diffusé dans le grand public. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est logique, me semble-t-il, parce que il raconte dans un entretien qu'il n'aime pas écrire ses propres histoires, mais évidemment, au début de sa carrière, il n'est pas connu, donc il faut bien qu'il mette les mains dans le cambouis, la main à la pâte. Et là, il raconte qu'il écrit sur ce qu'il connaît. Qu'est-ce qu'il connaît? Il connaît le déracinement, le choc des cultures. C'est pour ça qu'on dit que la première trilogie, elle est un peu inspirée de sa propre vie. Il y a des figures paternelles très marquées dans sa première trilogie. Et Ang Lee dit, j'essayais de régler l'héritage ou régler mes comptes avec mon père. Mais lui-même dit, ma première trilogie, c'était trop proche de moi, je pensais pas assez aux spectateurs. Et dès qu'on lui a proposé des scénarios, des romans, soit des scénarios déjà écrits, soit des adaptations de romans, il était heureux, puisque c'est un cinéaste caméléon, de plonger dans d'autres univers, d'autres problématiques. Donc Emma Thompson, la grande actrice britannique, c'est elle qui va le chercher pour Raison et Sentiment, qu'Ang Lee ne connaît absolument pas. Donc au début, il dit « mais elles sont folles ou quoi? J'y connais rien, moi, au 19e siècle anglais. » Puis après, il s'est laissé prendre au jeu et au fond, je pense que c'était un magnifique choix pour l'adaptation de Raison et Sentiment.
Et dernier point, ben, comme l'histoire avec un grand H l'intéresse, qu'il vient d'une famille qui a fui la Chine continentale, il y a une histoire traumatique du XXe siècle, ils se sont réfugiés à Taïwan. Ang Lee, lui, il naît en 54 et il a baigné dans ces récits. Enfin, non, pas sûr qu'ils en parlaient beaucoup, mais en tout cas, il sait l'histoire tragique de ses parents qui ont perdu toute leur famille. Donc, moi, ça ne m'étonne pas qu'il soit intéressé par les moments de tension historique. Il a quand même mis au moins 3 fois en scène la guerre, un peu comme si la guerre était le révélateur extrême des individus, là où on est confronté à son destin, où on est obligé de tenter de devenir soi-même. Donc c'est Lost Caution, par exemple, la jeune héroïne qui est au fond au départ très naïve et qui va être confrontée à des situations dramatiques. Donc voilà pour la période. Il se fait un peu la main sur les histoires des autres, et comme c'est des histoires, des grands romans, là, il dit qu'il peut développer son art de la mise en scène qu'il devait apprendre au fur et à mesure, comme il s'adosse à des romans ou des scénarios déjà écrits par d'autres. Et puis, il y a aussi quelque chose qui revient souvent dans sa filmographie, qui est assez intéressante, c'est la manière qu'il a de questionner l'homosexualité. Et je me souviens d'une interview, oui, c'était une interview, je crois que c'était chez les Inrecuptibles, et c'était Olivier Nicklaus qui lui demandait est-ce que pour vous, le secret de Brokeback Mountain, est-ce que pour vous, les 2 personnages masculins dans ce film sont homosexuels? Et il avait mis du temps à dire oui, ils le sont, mais au départ, c'était plus, il disait en gros qu'ils étaient amoureux de l'amour, en quelque sorte. Et c'est après, quelques lignes après, qu'il finit. C'est parce que le journaliste repose sa question en réalité en lui disant mais est-ce qu'ils sont homosexuels selon vous? Et en gros, il dit oui, ils le sont parce qu'il fallait bien trouver une direction pendant le tournage. Mais je trouve ça quand même assez. Je trouve que pour moi, c'est vraiment représentatif de sa manière qu'il a de questionner l'homosexualité qui ne fait pas partie de son orientation sexuelle, je veux dire. Mais c'est vrai que quand on s'intéresse à sa filmographie, on est surpris d'y voir, je crois, à 3 reprises, si je me trompe pas, dans Hôtel Woodstock, pour le coup, Garçon d'honneur, qui ne parle, enfin, ça n'est pas que cela, mais ça parle aussi beaucoup de cela. Et donc, selon vous, pourquoi? Comme vous l'avez dit, il y a 3 films, voire même on peut dire qu'il y a une trilogie sur l'homosexualité. En fait, Ang Lee, et ça éclaire beaucoup de choses, dit que pour lui, pour sa famille, ça a été très difficile de trouver une identité. Parce que ils ont fui la Chine continentale, ils sont arrivés à Taïwan. Du coup, ce ne sont pas des Taïwanais de souche. Quand ils vont en Chine continentale, ce sont des Taïwanais, donc ils ne sont pas chinois. Quand il est aux États-Unis, il est confronté à la situation de déracinement, d'incompréhension linguistique, culturelle et autres. Donc, il s'est toujours senti en marge dans des questionnements identitaires complexes, voilà. Et dans un entretien, il raconte que pour lui, l'homosexualité, face à une société qui la réprime, sachant que le monde chinois voit encore d'un très mauvais œil l'homosexualité, ça lui semblait être tirer le fil au maximum, l'arc au maximum de cette situation d'isolement, de marginalité, de carcans sociaux ou moraux pesant sur un individu. Des choses qu'il a ressenties personnellement, mais prendre ce cas de figure du personnage homosexuel dans Garçon d'honneur, qui du coup n'ose pas le dire à ses parents chinois traditionnels. Du coup, il met au point un faux mariage avec une clandestine chinoise jusqu'à ce que les imbroglios et le poteau rose soient dévoilés. Mais ça, c'est dans le cadre d'une comédie, d'où sa mère, un peu plus légère. Et on a le pendant tragique, absolument terrible, dans Brokeback Mountain, puisque l'un des personnages est assassiné. Et aussi, ce qui donne la tonalité élégiaque et quand même assez sombre, des personnages empêchés de s'aimer au grand jour dans l'Amérique conservatrice des années 60. C'est une manière de... C'est vraiment un truc d'auteur, ça, c'est de pousser prendre un cas particulier d'une situation
de marginalité, d'identité trouble, qui peut toucher absolument tous les spectateurs, chacun à leur niveau, mais le dramatiser par rapport à la question de l'homosexualité quand celle-ci était réprimée violemment par la société. À la fois à l'époque des années 60 dans Brokeback Mountain, mais aussi l'homosexualité aujourd'hui telle qu'elle est encore très mal perçue en Chine. Et dernier mot, en Garçon d'honneur, Ang Lee dit qu'il pense que c'était le premier baiser entre hommes du cinéma taïwanais, qu'il a assisté à la première avec des spectateurs qui auraient retenu leur souffle. Et il dit que c'est aussi une manière de faire avancer un tout petit peu les choses que de offrir l'écran, de la visibilité à ces questions. Et ça donne des œuvres très poignantes, notamment Brokeback Mountain. Exactement. Encore deux, trois questions et après je vous embête plus. Mais je tiens quand même à rappeler donc c'est Ang Lee, Taïwan, Hollywood, une odyssée cinématographique. Et c'est vrai que depuis 35 minutes, on a cette impression de parler d'une odyssée cinématographique. C'est exactement ça. Et c'est édité chez Hémisphère. J'aimerais qu'on revienne sur un film. On l'a évoqué, c'est le film qui fait partie de la troisième partie, c'est Hulk. C'est un film, pardonnez-moi on aurait pu insister sur d'autres films, mais là, pour le coup, c'est très subjectif. Je trouve que c'est un film incroyable, Hulk, parce que, et vous en avez parlé un petit peu, il y a ce questionnement sur le déracinement, l'identité, mais il y a aussi surtout le rapport entre père et fils. Et puis, il a une manière d'emprunter au roman, au comics, c'est quelque chose assez fort, ce qu'on a rarement vu. Et si je devais résumer grossièrement, en étant très élitiste, ce film, donc tous les défauts du monde, je dirais, c'est un film de super-héros qui réfléchit. Mais on fait comme si je l'ai pas dit, hein. Mais c'est un peu ça. Je sais pas. Alors, faut aussi prendre en compte quand est-ce qu'on voit ou on revoit tel ou tel film. Donc aujourd'hui, à sa sortie, je pense que je l'ai pas vu, Hulk. Mais alors aujourd'hui, je veux fâcher aucun spectateur, mais je ne suis pas une amatrice des Marvel un peu bidon de lessive formaté où c'est toujours la même chose. Maintenant, ça n'engage que moi et je m'excuse pour ce que je dis. Quand on revoit Hulk aujourd'hui, on se dit waouh, c'est un film qui est absolument d'Ang Lee, absolument pas interchangeable. Et par certains aspects, pour certains spectateurs, on peut considérer qu'il vieillit très très bien. Pour d'autres, on va dire c'est l'inverse. Au contraire, il ne passe pas la borne des années et puis il n'a pas plu vraiment aux amateurs de Marvel au moment de sa sortie. Ce que je trouve formidable, c'est que après Tigre et Dragon, donc son continent littéraire et cinématographique d'origine, puisque c'est les grands romans d'arts martiaux chinois, les films d'arts martiaux chinois, ce qui l'intéresse et ce qu'il dit à James Sheamus, c'est j'aimerais faire un film plutôt de science-fiction. Donc, il envisage un temps de faire une suite à Terminator. J'aurais bien aimé. Alors là, je sais, c'est génial ça. Il y avait les 4 Fantastiques, donc le comic book que l'on voit dans Ice Storm, parce que l'ado de la famille, il dévore les comics books, dont les 4 Fantastiques, et les 4 Fantastiques, ça devient une métaphore de ces rapports complexes à la famille. Il y avait déjà ça. Et donc, voilà. Sheamus lui dit, Hulk est disponible. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il n'avait pas lu du tout la BD de 1962 de Stan Lee et Kirby, qu'il avait de vagues souvenirs de la série télévisée, mais qu'en fait, il est emballé par le fait d'avoir un très gros budget, d'avoir l'appui pour tester les effets spéciaux, la création assistée par ordinateur, l'appui des studios ILM de George Lucas. Le projet l'emballe. Il a envie de se lancer dans... voilà. Et comme il ne connaît pas la BD d'origine, que c'est un Taïwanais, il va pas du tout respecter l'iconographie ou une certaine mythologie autour de cet objet culturel et populaire. Et il va faire du Ang Lee. Donc vous avez cité la relation délétère entre le père, joué par Nick Nolte en savant fou assez savoureux. La relation délétère père-fils, la marginalité, parce que quand le gentil Bruce Banner devient le monstre de colère Hulk,
on va tout faire pour le tuer ou au moins le reléguer loin de l'humanité, dans le désert, dans le bunker. Il y a la question de l'émancipation de l'individu. Est-elle possible quand on est affublé d'une tare génétique? Il y a la question phare de la répression des émotions, parce que Bruce Banner, qui est donc vraiment bien sous tout rapport, refoule sa colère, refoule aussi ses souvenirs traumatiques. Et ça donne quoi? Ça donne que trop de sentiments réprimés, ça provoque une explosion. C'est le grand thème d'Ang Lee avant, mais alors là, il peut faire joujou, s'amuser avec la création assistée par ordinateur et matérialiser concrètement cette explosion après trop de répression des émotions. Et donc là, il se passionne pour essayer de faire le monstre vert le plus crédible possible, le plus réaliste. Il essaye de faire qu'il y ait une lueur humaine dans l'œil de Hulk. Alors, en 2002, 2003, quand ils sont dans ce tournage dithyrambique, la technique est ce qu'elle est. Donc, Ang Lee, après coup, trouvera qu'il n'a pas réussi à créer cette lueur humaine chez Hulk et que ça, il va réessayer de faire un tigre réaliste dans l'Odyssée de Pi avec 10 ans plus tard des moyens augmentés. Mais bref, il y a comme ça une passion chez lui, c'est pour ça que ça dure si longtemps, de donner vie à la créature la plus réaliste possible et la plus immersive possible pour le spectateur. Et je suis longue, excusez-moi, je m'arrête. Non, je vous en prie, non, ne vous arrêtez pas. Là, l'autre truc, c'est il se dit, comment je vais adapter une BD? Avant, il adapte des romans et j'ai dit que souvent, il essayait de lui-même s'ajuster au livre d'origine. Il dit qu'il allait garder trace de la BD dans son montage, dans ses plans. Donc, il recourt. Donc, du coup, formellement, c'est un truc, c'est un son et lumière. Il y a du split screen partout quand Hulk s'énerve et casse tout sur son passage. Comme c'était une esthétique foisonnante, il se demande comment je peux unifier quand même tout ça. Donc, là, il se dit, pour passer d'un plan à l'autre ou les incrustations à l'intérieur d'un même plan, on va utiliser le truc moléculaire. Donc ça, c'est l'écran qui se couvre de particules parce que Hulk lui-même est ce monstre contre nature dû à une manipulation génétique. Bref, il fait un film fou pour lequel moi j'ai énormément de sympathie. Il fait des expérimentations dans tous les sens sur la créature, le monstre, mais aussi sur le montage, le split screen, les montages internes au plan, le passage d'un plan à une autre, et puis en gardant trace de la BD. Donc quand on voit ce que autre adaptation de Hulk ou autre Marvel, il y a en tout cas un désir de cinéma très très important. C'est ça. Et puis c'est marrant parce qu'aujourd'hui, en 2021, quand on se penche sur sa filmographie et quand on lit le bouquin, ça annonce aussi la dernière partie, c'est-à-dire la partie où son cinéma, finalement, comment dire, est à l'image des évolutions techniques du cinéma. Et donc, ça l'annonce carrément. Aujourd'hui, on est en 2000. Alors, et ça a donné l'Odyssée de Pi, un jour dans la vie de Billie Jean, et récemment, de Billie Lynn, pardon, et récemment Jimmy Neeman. Et la dernière question, ce serait de savoir, selon vous qui l'avez énormément côtoyé à travers ces films et vous avez donc écrit ce livre, selon vous, et on sait qu'on l'attend toujours là où il est toujours là où on ne l'attend pas, que va-t-il se passer maintenant? Qu'est-ce qui va l'intéresser réellement aujourd'hui? Alors, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que Ang Lee laisse sa marque dans l'histoire des effets spéciaux, ou des expérimentations technologiques, mais à partir du moment où il augmente la cadence des images de 24 à 120 sur un jour dans la vie de Billie Lynn, en plus d'avoir une pensée de la 3D améliorée très importante, il a bien écrit son nom aux côtés de James Cameron ou Peter Jackson. Je m'y attendais pas, je trouve ça passionnant, et pour l'instant, son futur projet, celui qui est annoncé, même si on n'a pas énormément voilà, ça serait de continuer sur 3D 120 images secondes 4K sur un gigantesque combat de boxe Frazier, Mohamed Ali. Donc ça, c'est ce qui devrait sortir récemment. Donc on voit comment la technique peut être mise au service du spectaculaire d'un combat de boxe. J'arrive à imaginer ça dans la lignée de ces expérimentations, par exemple sur Jimmy Neeman. Mais
le problème, c'est est-ce que le parc des salles suive pour équiper la salle de cinéma et qu'on voit le film voulu dans les conditions d'Angly? Non. Je le dis dans le livre, je ne m'en cache pas. Et là, c'est à mon grand regret, je fantasme un peu Billie Lynn parce que la meilleure vision que j'ai pu en avoir, c'est juste sur ma télé avec le DVD 3D et les lunettes 3D. Donc, j'ai un peu vu ce qu'il avait voulu faire sur la profondeur de champ, les différentes strates de l'image, mais je dis ça parce que Billie Lynn, en France, me semble n'est presque sorti qu'en 2D, voire n'est sorti qu'en 2D, ça j'ai oublié. Et puis, aucune salle ne disposait de la technologie pour qu'on le voit à 120 images par seconde. Pour Billie Lynn, pour Gemini Man, il y avait quelques salles à Paris. Donc, je ne sais pas ce qu'il en sera pour le prochain. Et donc, on ne voit pas les films d'Angly qui jouent de l'expérimentation technologique dans les conditions voulues par le cinéaste. Son but, c'est que ce soit une expérience de salle de cinéma fondamentalement immersive au service de l'émotion. Donc ça, quel est le devenir de ce cinéma-là? Que va nous offrir, comment vont être reçues les suites d'Avatar promises par James Cameron? Quel va être le tempo de l'industrie cinématographique et des parcs de salles aussi après la pandémie de Covid? C'est une grande interrogation. Pour l'instant, ce que Angly dit, c'est que lui, il pense que il faut absolument donner une forme d'aura à nouveau à l'expérience en salle, et lui, ça passe par ce dont on vient de parler. Je pense que si les salles ne suivent pas, les investisseurs ou les spectateurs ne suivent pas, il est tout à fait possible qu'il retourne à ce qu'il appelle des petites réalisations en 2D, plus classiques, là où il nous a offert des chefs-d'œuvre. Mais lui, pour l'instant, le dernier entretien que j'ai lu pour les 20 ans de Tigre et Dragon, il disait qu'il souhaitait encore explorer technologiquement les potentialités du nouveau cinéma, comme il l'appelle. Mais je suis sûre que même si ça ne marche pas, on retrouvera toujours Angly. Dans ces petits films, comme il le dit. Angly, Taïwan, Hollywood, une odyssée cinématographique. Merci beaucoup, Nathalie Bittinger, d'avoir accepté cet entretien et de nous avoir dit 2-3 petites choses comme ça sur Angly que nous ne savions pas. En tout cas, je tiens à préciser que dans le descriptif de cette vidéo, il y aura un lien qui renvoie directement à la page où vous pourrez vous procurer le livre. Et je vous y invite, et c'est édité chez Hémisphère. En tout cas, c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup, Nathalie Bittinger. C'est moi qui vous remercie. C'était passionnant d'en parler avec vous à travers vos questions. Donc, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.